Ok, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Shaker Show, un épisode du Shaker Show multiforme puisque vous le retrouverez en vidéo et à la fois en audio. Votre hôte pour cet épisode, c'est toujours moi, Eli, petit entraîneur de CrossFit, petit formateur de CrossFit à mes heures perdues. Et ce soir, je vais accueillir un invité différent de ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Vous ne le connaissez pas parce que c'est un athlète de CrossFit, vous ne le connaissez pas parce que c'est un entraîneur de CrossFit, et pourtant, si vous faites du CrossFit dans l'Hexagone ou si vous êtes francophone, son nom, vous l'avez déjà entendu. Son nom, c'est Daniel Chaffet. Daniel, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois, on peut dire, directeur ou du moins big boss des box du Louvre, à savoir Reebok CrossFit Louvre à Paris, puis CrossFit Louvre 2 à Bordeaux et 3 également à Paris. Il est le directeur du CrossFit French Run, l'un des événements sanctionnés qui a lieu en Europe, et il est également agent de liaison pour CrossFit, cette fois-ci CrossFit l'entreprise. Donc c'est lui qui est entre autres en charge de gérer certaines relations entre les affiliés et l'entreprise CrossFit aux États-Unis. Et aujourd'hui, il a décidé de prendre la parole pour discuter un petit peu avec vous du tourbillon qui est en train un petit peu de frapper les différentes entreprises d'ailleurs, mais avant tout, pour ce qui nous concerne, les salles de CrossFit affiliées en France. Et du coup, Dan, comment tu vas? Bah, ça va, hein. Il faut garder la tête sur les épaules. Je pense que l'intro était ça, hein. C'est comme un tourbillon qui frappe. Sauf que c'est pas vraiment un tourbillon. Un tourbillon, on ne le prévoit pas. Mais ça, cette crise, on pouvait le prédire il y a quand même quelques mois. Donc c'est différents types de crises qu'un tourbillon ou qu'une incendie ou qu'une tempête, quoi. Donc je pense que c'est une discussion qui est importante parce que là maintenant on a un petit peu de recul, c'est-à-dire qu'on a à peu près une semaine de fermeture dans les pattes pour les box en France, plus encore pour les Italiens et mes amis chinois. Et donc on a un petit peu de recul sur la situation. Et je pensais que c'était une bonne chose de partager, chose qu'on a partagée avec les leaders des box du Louvre il y a quelques jours quand ça débutait. C'est justement l'approche, c'est pas vraiment une stratégie, mais l'approche dans la gestion de crise. Parce qu'il y a des stratégies utilisées par des services d'intervention et des stratégies utilisées dans la gestion de crise par les cabinets de conseil qui aujourd'hui vont conseiller les gouvernements sur la réaction à avoir. Et une fois qu'on comprend cette approche, on peut comprendre un petit peu mieux les décisions prises. On peut même arriver à anticiper les conséquences, pas juste primaires, mais secondaires et tertiaires des décisions prises. Et donc, anticiper, mieux se préparer pour les conséquences et donc s'en sortir un petit peu mieux. Voilà. Aujourd'hui, l'inquiétude de beaucoup de teneurs de boxe, c'est oh, combien de temps fermé? Est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on peut tenir le cap? Est-ce qu'on peut rouvrir? Ou est-ce que pour nous, ça sera une fermeture définitive? C'est-à-dire que là, par nécessité sanitaire, on a une fermeture de 15 jours qui, il peut s'avérer, sera 30, 45, on ne sait pas encore. Mais pour certains, ça peut être une fermeture définitive par nécessité financière. Voilà, donc ça c'est là un petit peu la situation. Donc je voulais discuter un petit peu avec toi là-dessus. On a eu une bonne discussion l'autre jour autour d'une bière et je pense qu'on en aura une autre là ce soir. Donc ça c'est un petit peu le but du jeu. Maintenant, tout ce qu'on va voir là maintenant, c'est pas la stratégie officielle de HQ, c'est l'approche qu'on a nous, c'est-à-dire avec les box du Louvre, avec le French, où on a des enjeux, on a des enjeux avec des employés, on a des enjeux avec des adhérents, on a des enjeux avec des loyers, on a des enjeux avec l'organisation du French qui nous a coûté déjà beaucoup d'argent à préparer. On s'est engagé sur pas mal de contrats dans lesquels il n'y a pas de clause pour pandémie. Euh, les assureurs couvrent absolument rien du tout sur la pandémie. Ils couvrent en cas de guerre, guerre civile, décret présidentiel pour une urgence nationale, etc. Mais pandémie n'est pas couvert par les assureurs. Et tant qu'il n'y a pas une législation prévue par le gouvernement, les assureurs ne couvront pas pour la pandémie. Donc aujourd'hui, on se trouve un petit peu à poil, comme beaucoup de teneurs de boxe, et voilà, donc ça porte à réflexion. Tu vois, depuis quelques jours, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que moi personnellement j'ai moins de trucs à faire dans ma journée ou si c'est parce que c'est réellement le cas, mais en tout cas, je plonge beaucoup plus le nez dans les réseaux sociaux, notamment dans les groupes où échangent beaucoup de teneurs de boxe. Et il y a quand même de l'angoisse et de l'inquiétude qui ressort. Oui. Et également, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de mal parfois à évaluer du coup avec objectivité la valeur de la crise parce qu'on a tellement peu d'informations qu'on est capable d'avoir un peu de visibilité, comme tu l'as dit, peut-être sur 10 jours, mais qu'on se pose beaucoup de questions, où il y a beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer après Mm. ces 10 jours-là.
Ouais, ouais, je pense que la première chose, c'est que les teneurs de box, moi je comprends l'angoisse. Genre, on est dans la même situation. Il y a les loyers qui tombent. Pour l'instant, le gouvernement a annoncé que les loyers seront suspendus, reportés, on ne sait pas trop encore. Rien n'a été mis en écrit, donc on navigue un peu euh, dans le noir ou dans le vide, je ne sais pas comment vous dites en français. Donc je comprends l'angoisse des teneurs de boxe. Maintenant, les réseaux sociaux et les forums, à mon avis, en utilisant le mot, ce n'est pas le forum pour euh, se positionner comme victime, créer des paniques qui n'ont pas lieu d'être encore. Parce que justement, on ne sait pas. On ne sait pas si la fermeture elle est 15 jours, on ne sait pas si elle est 30 jours ou 45. Donc il faut se préparer pour le pire, espérer pour le mieux, mais pas besoin de pleurer sur tous les toits et créer plus d'angoisse que ce qui est nécessaire. On vit aujourd'hui surtout une crise humaine et humanitaire avant d'être une crise financière. Et donc je pense qu'en tant que leader, et chaque teneur de boxe, même s'il est juste tout seul dans sa boxe, en tant que coach, il est quand même leader d'une communauté. Et donc, en tant que leader, on n'a pas le droit de pleurer sur son sort. On a une responsabilité envers les autres. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre en tant que leader. Et en tant que teneur de boxe, les gens, ils se tournent vers nous pour du bien-être, pas juste physique, mais mental aussi. Et dans un moment comme ça, ils sont inquiets pour leurs proches, ils sont inquiets pour leur travail aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas si leur magasin va rouvrir après. Ils ne savent pas si le chômage partiel qu'ils ont ne va pas se transformer en chômage durable. Ils ne savent pas si l'économie va stagner. Donc, nos adhérents sont déjà inquiets. Donc si nous, on perd la tête et on commence à déblater partout, c'est pas bon signe. On a une responsabilité de calme et pour moi, de les aider à se focaliser sur des bonnes choses. Du coup, dans la conversation qu'on avait eue, tu avais l'air d'avoir une espèce de protocole pour traiter la crise. Yep. Et néanmoins, si je me rappelle bien, l'étape numéro 1, c'était quand même de faire face aux faits et de reconnaître qu'il y avait un problème. Ah, tout à fait, mais c'est une évidence qu'il y a une crise. C'est une évidence aujourd'hui. Les parkings sont vides, les salles sont vides, les caisses ne tournent pas. On a des charges par contre qui tournent et qui tombent, donc c'est évident qu'il y a une crise. Mais il faut reconnaître quel type de crise. Et aujourd'hui, c'est pas une crise, on le disait tout à l'heure, il y a une crise où tu te lèves le matin et un mec qui t'appelle et dit tiens, t'as été cambriolé, c'est une crise. Ou t'as quelqu'un qui a mis le feu, comme on a eu à la boxe là, il y a quelques années, quelqu'un a mis le feu à la poubelle et ils essaient de mettre le feu à la boxe, etc. Ça, c'est une crise. Ça, il y a le crise immédiat où il faut agir vite. Donc, c'est-à-dire, boum, action directe. Il n'y a pas le temps de réfléchir, de réflexion, de réunir des gens, de discuter, etc. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Il faut être dans l'action immédiate. Et il y a les crises progressives. Et là, on est dans une crise progressive. Le danger avec la crise progressive, c'est que on peut arriver à un moment où l'expression en anglais, merde, comment ça s'appelle c'est une crise où it's normalcysis, c'est-à-dire que on est habitué à cette situation. Donc, par exemple, là, ça fait 6 jours qu'on est enfermé et que la boxe est fermée. On se lève demain, la boxe est fermée, c'est devenu normal. Tu vois, au lieu de se lever et de s'inquiéter si le coach est là pour lancer la sauce, c'est devenu une normalité. Et donc, il ne faut pas tomber dans cette habitude. Il ne faut pas s'endormir dans cette normalisation, si on veut, de la fermeture et des conséquences de la fermeture. Il faut se rendre compte que chaque jour qu'on se réveille et que la boxe est fermée, c'est une crise. Voilà, donc il ne faut pas s'endormir dans cette crise qui est progressive et elle te gagne petit à petit, tu vois. Et c'est comme un peu l'obésité, elle te gagne petit à petit, puis tout d'un coup, boum, oh shit, tu vois, I'm fucked now, right? Yeah, mais t'étais fucked hier et t'étais fucked avant-hier, mais il faut le reconnaître pour arrêter que ça s'empire. Donc ça, c'est la première chose, c'est de faire face aux faits. Comme on dit, Stockdale paradox, non? Il faut regarder la situation pour ce qu'elle est, quoi. Et elle est bien. La personne qui va dire, bah, tiens, au mois de mars, toutes les boxes de France sont fermées en décembre dernier à Noël. C'est ça, ouais. Et quoi d'autre? Voilà. Mais on est là. Mais comme c'est arrivé petit à petit, il y avait la Chine, il y avait la Corée du Sud, il y avait le Japon. Après, hop là, quelques cas en Italie. Ah, c'est en Lombardie. Bon, ils vont fermer le truc. Ah, ok. Oh, il y a un petit peu plus de cas. Oh, il y a un premier cas en France. Oh là là, attends, bon. Et bon, et puis d'un coup, ah. Et là, hier, je sais plus, il y avait quasiment, je sais pas combien de morts, 78 morts en France. En Italie, il y avait quasiment 800 morts hier. Mais c'est devenu normal de voir 800 morts. On le disait au mois de décembre dernier, 800 personnes mortes en Italie, pouf, holy shit.
tout le monde s'arrête, tout le monde s'installe. Et c'est quoi attaque terroriste, c'est quoi le bazar? Mais c'est devenu normal. C'est une grosse crise qui est venue progressivement. Voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'on peut vivre un moment un peu paradoxal. Moi, je le vois au quotidien. Grâce à toi, ça fait 1 an que je suis le head coach de CrossFit Louvre 2. Et c'est un moment très paradoxal parce que concrètement, je devrais avoir moins de trucs à faire que d'habitude. Hein, on disait on a le temps de voir venir. Oui, effectivement, a priori, le temps, c'est pas ça qui manque. Mais paradoxalement, c'est que les journées passent super vite et je pense que je parle au nom de beaucoup de teneurs de boxe qui sont beaucoup dans l'angoisse, beaucoup en train de se poser des questions. On essaye de mettre en place différentes initiatives, mais on part un peu à la pêche, si je puis me permettre. On ne sait pas ce qui a du sens nécessairement pour nos communautés. On ne sait pas ce qui est opportun, ce qui n'est pas opportun. Pour que ça passe. Et au final, moi, je parle pour mon cas personnel, je me retrouve presque à courir après le temps. En me disant, tiens, je veux partager une vidéo pour les adhérents qui sont chez eux, donc il faut que je la fasse, il faut que je la tourne. Voilà. Ensuite, j'aimerais faire ça en gardant un petit peu le lien avec un de mes entraîneurs, parce que j'ai pas envie qu'eux non plus s'éloignent de la famille qu'on a réussi à créer. Donc, il faut de la communication avec eux. Puis ensuite, cette vidéo, peut-être qu'il faut la monter. Et puis finalement, tiens, j'aimerais quand même un petit peu bouger, parce que ça fait partie de mon quotidien depuis 10 ans, j'ai pas envie que ça change. Et puis finalement, quand c'est l'heure de bouger, potentiellement c'est plus dur que d'habitude de faire des air squats et des burpees. Ça aussi, c'est une inertie qui est dure, parce qu'il y a l'inertie de faire en sorte que les choses on puisse les percevoir comme normales, mais il y a l'inertie aussi d'être dans une situation qui est floue, où la to-do list qu'on a à faire, elle est tout autant, et du coup moi, en tout cas je parle pour mon cas, ça m'attire plutôt dans une direction où des fois j'ai un peu envie de tomber. L'inaction n'est pas forcément une mauvaise chose, et on aimerait croire que dans une situation comme ça, on a un plan prédéfini qu'on suit. Tiens, ça arrive, mais on fait A plus B plus C. Mais dans la crise, c'est une situation qui est volatile, une situation qui bouge en permanence. Voilà. Donc, une fois qu'on a reconnu qu'il y a une situation de crise, la deuxième chose, c'est surtout de ne pas paniquer, voilà, et de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir un plan prédéfini. Donc, il faut pas s'en vouloir, c'est-à-dire d'avancer sur un truc, ah non, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Ok, bon, il n'y a pas de plan prédéfini. C'est pas faisable. C'est la deuxième chose que justement j'avais noté, parce que justement la crise, elle n'est pas familière et les circonstances de la crise sont incertaines. Le jeudi, Big Mac qui va à la télévision, il fait une annonce. Ok, tout le monde, bon, c'est un peu sérieux, machin. Bon, on va se calmer un peu sur les sorties, machin. Puis samedi soir, on pense qu'il y aura une annonce sur les élections municipales le lendemain, et en fait, c'est l'annonce de à minuit, tout est fermé. Holy shit. Et puis après, non seulement tout est fermé, mais le mardi d'après, encore une annonce. C'est tout le monde est à la maison et on bouge plus. Et après, le vendredi d'après, c'est non, vous ne prenez pas au sérieux. Maintenant, boum, on va commencer à être très cartésien dans l'application des choses. Il y aura d'autres annonces. Donc, il ne faut pas réagir immédiatement à chaque annonce. Donc, parfois, il faut être dans l'inaction. Et il y a un cycle qui est très important dans l'approche de la gestion de crise. Et déjà, c'est qu'on va prendre des actions qui peuvent être des manœuvres temporaires. C'est-à-dire que on prend une décision mardi dernier qui paraît bien mardi. Mais en fait, mercredi, elle n'a plus lieu d'être. Tu dis, je vais tourner cette vidéo-là parce que c'est une bonne idée. Et puis le temps d'arriver à tourner la vidéo, de l'éditer, en fait, il n'y a plus lieu d'être. Et tu dis, bon, en fait, je viens de perdre 3 heures. C'est normal. Parce que les paramètres changent. Ce n'est pas une semaine normale. Donc, ce qu'il faut surtout faire, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de plan prédéfini, mais également d'être dans un mindset. Qu'on dit mindset, un état d'esprit où on ne va pas réagir rapidement à chaque annonce, mais on va s'asseoir, on va évaluer avant d'agir. Et ça, c'est important. Donc, c'est pause, de prendre le temps de réfléchir. Bon, là, on est enfermés ensemble, donc tu me vois. Hein. Parfois, je vais couper du bois pendant 2 heures, mais en fait, je suis en train de réfléchir à plein de choses, etc. Et c'est mon moment de pause. Et ensuite, on se réunit, on discute. Il y a les éléments qui viennent de vous vers moi, de moi vers vous, etc. Puis on prend des décisions et ensuite on agit. Voilà. Mais on réfléchit avant d'agir, avant de prendre une action, avant de communiquer quelque chose. On réfléchit aux conséquences non seulement primaires, et la plupart des gens, quand ils prennent une décision, ils pensent, tiens, je veux ça comme conséquence, donc je prends cette décision. Mais derrière les conséquences primaires, il y a toujours une conséquence secondaire et tertiaire. Et là, malheureusement, les gens, souvent, ils oublient que ces conséquences secondaires et tertiaires sont bien plus durables et portent bien plus de conséquences pour eux, pour leurs adhérents, pour leurs équipes, pour leur business, que les conséquences primaires auxquelles ils avaient pensé. Donc, il faut vraiment pause, évalue non seulement la conséquence primaire, mais secondaire et tertiaire,
et ensuite prendre une décision et ensuite agir. Voilà. Du coup, ça veut dire que là, toi, au stade où t'en es, quand tu réfléchis déjà à l'après-crise? Oui. Ah oui, parce que euh, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est il faut percevoir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire une réalité des choses, c'est que this is a fucked situation. Cette situation, elle est horrible. Elle est horrible pour tout le monde. Voilà. Ça, il faut juste le voir pour ce que c'est. C'est dur financièrement, ça va être très dur. C'est un fait. Mais après, il faut avoir une confiance, mais une confiance logique. Si moi j'arrive, je fais t'inquiète, oui, tout est génial. Les loyers, je m'en bats les couilles. Mais c'est qui ce guignol? Si tu as une confiance comme ça, mais des bisounours, en fait, tu perds de la crédibilité quelque part. Mais il fume quoi? Il n'a pas les pieds sur terre, il n'est pas du tout. Donc, il faut reconnaître les faits, mais il faut avoir une confiance qui est réaliste, c'est-à-dire qu'on sortira de cette crise. Maintenant, est-ce que c'est dans 15 jours? Est-ce que c'est dans 6 semaines? Comme les Britanniques, eux, ils parlent plutôt de 12. Voilà, genre, ils parlent d'annuler les Jeux Olympiques au mois d'août, etc., à septembre. Quand tu entends ça, des gens bien sensés, tu entends des cabinets de conseil qui disent ça c'est un bordel qui va affecter les relations et les lieux de vie pendant les 8-12 mois qui viennent. Il faut qu'on commence à réfléchir à quoi va ressembler ma box le jour où on ouvre. On ouvrira. Mais est-ce que c'est dans 15 jours, 6 semaines, 6 mois, je ne sais pas. Mais à quoi peut ressembler la boxe? Quelles sont les choses qu'on a besoin d'adapter pour que la boxe soit un lieu toujours aussi sain qu'avant, même sinon pas plus efficace qu'avant? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes coachs soient encore plus engagés, plus formés, plus prêts à affronter ce qu'ils ont besoin d'affronter et de partager? Et comment communiquer tout ça? Voilà. Donc ouais, je pense que l'approche du leader, ça doit être realism. Il faut reconnaître la situation pour ce qu'elle est, mais avec une confiance qu'on s'en sortira. Good to Great, ce super bouquin de Jim Collins, et il parle du Stockdale Paradox. Tu te souviens de ça? Prisonnier de guerre? Celui qui se concentre sur le fait de se dire que bon, même si ces conditions de détention sont très très dures, ce qui compte, c'est qu'il a le sentiment ou la conviction que ça va durer qu'un temps et qu'à un moment donné, on viendra le libérer ou qu'il se fera la malle et du coup, il s'accroche à ça pour tenir le choc. Et la question, c'était pourquoi lui, il a survécu, parce que c'était celui qui était le plus maltraité parmi tous les prisonniers de guerre. Et c'était un des plus longs, je crois qu'il était en prison avec le Vietcong pendant 7 ans, il était torturé chaque jour de son emprisonnement, mais il a survécu. Et il me disait que ceux qui étaient trop optimistes, qui disaient les marines vont venir d'ici Noël, et que Noël arrivait et passé, et après ils disaient bon, Pâques arrivait, passé. En fait, ce mec-là, à un moment donné, il lâchait le truc et il mourait, il lâchait l'espoir. Et puis les autres qui étaient c'est la merde, je vais mourir, moi aussi, il crevait. Mais lui, il disait non, c'est la merde. Par contre, un jour, je vais retrouver ma femme et mes enfants. Il est rentré chez lui, il a retrouvé la femme et les enfants. Et c'était Stockdale, le gars, ça s'appelle le Stockdale Paradox. Et si les gens qui écoutent ou qui regardent n'ont pas lu le bouquin Good to Great, ou en français de la performance à l'excellence, je sais que tu l'as lu maintes fois. Et c'est quelque chose que je conseillerais sans retenue à tout le monde qui mène une barque, grande ou petite. C'est un putain de bouquin. Oui, je l'ai lu maintes et maintes fois, on m'a forcé à le lire maintes et maintes fois. On voit aussi que j'ai l'impression que tu as dit la crise, c'est une crise qu'on ne connaît pas, on peut prendre une décision à un jour X, elle est plus valide le jour Y, donc ça nous force à ajuster en vol. Là, je parle cette fois-ci plus pour ce que je vois en termes de débat au sein des gens qui eux-mêmes ont des box. Est-ce que tu penses qu'il y a une recette ou qu'il y a une chose à faire en ce moment par rapport à la crise? Moi, j'ai l'impression que parfois, il y a pas des frictions, parce que globalement, les affiliés en France se serrent quand même les coudes, mais des divergences d'opinion sur tiens, vous devriez faire plutôt ci, nous dans ma box, on a fait ça, etc. Est-ce que tu penses quelqu'un qui est dans le vrai ou qu'au final, moi, c'est plutôt ma position, ce qui est vrai dans ta communauté, dans ton entreprise, n'est pas forcément vrai pour ce qui va se passer chez le voisin? Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est que moi, je ne peux pas juger un autre teneur de boxe et moi, je suis personne pour juger quelqu'un qui a son propre entreprise et qui a sa propre communauté. Il n'y a personne de mieux que cette personne-là. Donc, c'est pas un autre teneur de boxe d'évaluer ce que tu fais toi dans ta boxe. La personne qui peut évaluer ce que tu fais dans ta boxe, c'est ton équipe.
et tes adhérents, tes athlètes. Tu as une responsabilité envers eux, de bienveillance. Donc c'est les seuls. Donc, après, quand je vois j'allais dire des affiliés, mais c'est même pas des affiliés, c'est juste des gens qui se permettent de critiquer d'autres teneurs de boxe, je pense que c'est pas le moment. Je pense que c'est le moment de se concentrer sur ce qu'on contrôle nous et de pas essayer de dire moi je fais mieux que les autres ou c'est pas ça. Il y a personne qui fait parfaitement. On peut que faire avec ce qu'on a. Et puis chaque box a une circonstance différente. Il y a des box avec des salariés, il y a des box avec des autres entrepreneurs, il y a des box qui sont tout seuls, il y a des box ils ont acheté les murs donc ils ont des crédits et non pas des loyers. Il y a des box qui ont des petits loyers et ils peuvent tenir 8 mois sans avoir une rentrée d'argent. Il y en a d'autres qui ont des retraites militaires ou autres, etc. Donc ils ne sont pas inquiétés. D'autres qui n'ont absolument rien et que s'il n'y a pas l'entrée d'argent de leurs adhérents ce mois-ci, ils mettront la clé sur la porte. Il y a d'autres box qui sont là depuis 9 ans, d'autres qui sont là depuis 2 ans, d'autres qui sont là depuis 4 mois. Donc chacun est dans une situation différente. Et donc je ne pense pas qu'il faut juger, je pense qu'il faut écouter, il faut montrer de l'empathie, essayer de raisonner les gens pour qu'ils restent calmes. Et que voilà. Après, est-ce qu'on peut donner des conseils sur une situation? Oui, bien sûr. Mais il n'y a personne qui va savoir mieux que l'affilié en question ce qui est mieux pour sa communauté. Ouais, c'est pas le moment bon, honnêtement, les réseaux sociaux, il y a mieux à faire. C'est là le paradoxe, c'est le paradoxe, mais je parle pour nous. Les réseaux sociaux, il y a mieux à faire, et en même temps, on a l'impression que là, c'est presque le seul fil conducteur qu'on a, ou du moins le seul fil d'Ariane qu'on a pour rester en contact avec les adhérents. Donc, je vois plein de gens en France qui font des sessions en live, plein de gens qui vont essayer de réunir leurs adhérents, parce que c'est quand même pas facile de garder ce vecteur humain. C'est ce que je voulais dire. Nous, les premiers, avec les box du Louvre, on publie chaque jour un entraînement un petit peu monté, on dirait un film institutionnel, un petit peu le truc. Voilà, bonjour, voici l'entraînement du jour, de quoi bouger pour rester de bonne humeur et en forme. En tout cas, pour inciter les gens à s'entraîner. Mais malgré tout, même ça, seul, c'est relativement froid, sans les interactions, sans les commentaires, sans les messages un peu perso. Donc on voit de plus en plus de choses qui apparaissent. Qu'est-ce que tu penses un peu de toutes les initiatives qui sont mises en place pour faire face un petit peu, en français on dit la nécessité fait loi, donc à faire que finalement tout le monde se retrouve à beaucoup communiquer sur les réseaux, beaucoup communiquer en live, etc. Je vois beaucoup, c'est extraordinaire ce qui se passe. Jamais il y a eu autant de belles choses sur les réseaux sociaux. Et oui, mais les réseaux sociaux sont comme le téléphone portable. Ça peut être un outil comme ça peut être un fardeau. L'outil, c'est quelque chose, tu sais comment t'en servir pour un objectif précis. Et là, les box en l'occurrence et les coachs font du super travail. Et moi j'ai vu des choses avec des coachs qui donnent des conseils de cuisine dans leur cuisine en studio à Paris. C'est super. Des séances de yoga. J'ai vu un adhérent qui faisait un wall climb sur une porte et la porte s'est déboîtée. Il y a plein de choses magiques. Je pense que c'est par nécessité aujourd'hui. Et je pense que certaines personnes vont développer des outils de communication qui vont leur servir là pendant la crise, mais qui également vont leur servir après pour améliorer le service qui donnait avant. Et c'est là où, si on continue sur les principes de ce qu'un leader devrait faire, c'est de créer des groupes de travail. Donc par exemple, tu évoquais le fait que sur les box, on publie du contenu. Oui, ça c'est quelque chose qu'il fallait structurer. Donc on a créé des groupes de travail, donc il y a chaque box qui a son groupe de travail. Donc tu as Louvre 1, 2 et 3, ils ont leurs équipes, et là-dedans ils ont les équipes de coach, mais ils ont les équipes d'accueil, ils ont leur groupe de travail, mais également il y a les head coach qui ensemble, de 1, 2 et 3, font un groupe de travail, les responsables d'accueil 1, 2 et 3 qui font un groupe de travail, et donc on les organise tous ces gens-là pour produire du service à nos adhérents. Donc un service de conseil et de renseignement par rapport aux équipes d'accueil et un conseil d'interaction et d'engagement avec les équipes de coach. Et c'est ce que font toutes les box à leur taille, à leur échelle. Les box avec le propriétaire, l'affilié, c'est le head coach et c'est le coach et c'est l'homme de ménage, etc. C'est lui qui produit la vidéo, etc. Et c'est peut-être son iPhone qui tient à bout de bras, etc. Et il y a d'autant plus de mérite à ça que ce qu'on arrive à faire nous avec du montage, avec un mec qui tient la caméra à plus d'1 mètre pour garder la distance sociale avec un coach, etc. Non, c'est super. Et maintenant, pour moi, le problème, c'est que quand on commence quelque chose, il faut être sûr de le maintenir dans le temps. Et
je trouve c'est dommage quand on lance quelque chose le premier jour avec beaucoup d'enthousiasme, et puis au bout de 4 jours, tu vois le même mec, tu sais, il a pris un pain dans la gueule, tu sais, un peu comme ça, bon, jour 4, machin. Écoute, on arrivera peut-être à jour 45, on ne sait pas. Mais jour 45 doit être aussi motivante que jour 4. Donc en tant que leader, on a une responsabilité de prendre soin de soi. Parce que si on commence à faiblir, si on commence à perdre le nord, si on commence à ne plus prendre des décisions avec autant de lucidité que jour 1, il y a un problème. Donc dans la stratégie d'un leader, il faut prendre soin de soi aussi. Et c'est un conseil à tous les teneurs de boxe qui sont là, qui stressent pour l'argent, qui stressent pour les enfants qui ne sont plus à l'école, qui stressent pour les loyers, qui stressent pour leurs équipes, etc. Il faut prendre soin de soi. Ça doit être une priorité pendant cette période aussi. Voilà. Ne vous négligez pas, parce que si plus la crise continue, plus votre communauté aura besoin de vous. Donc c'est pas une question d'être un feu d'artifice, c'est-à-dire bon dans les premières secondes et puis après, il faut être constant dans son leadership. Cool. J'essaie de garder des formats de podcast, tu le sais, relativement courts. C'est un peu ma catchphrase. It's fucked. It's fucked tonight. C'est un peu un truc du genre, ouais les gars, ça va être chiant, mais ça durera pas longtemps. Donc s'il vous plaît, regardez, likez, partagez. Ça fait déjà 25 minutes qu'on parle. Je sais que tu as travaillé depuis quelques temps. Alors bon, le contexte était complètement différent. On n'était pas encore dans Bienvenue à Zombieland, mais tu as travaillé avec des teneurs de boxe en France et à l'étranger pour essayer de leur donner un petit peu d'insight du coup sur tous les process qui peuvent être bons à utiliser pour leur entreprise. Okay, alors que d'autres vont pouvoir donner plein d'autres préceptes qui seront bons peut-être pour l'expertise dans la programmation, dans le coaching. Bref, il y a beaucoup de... C'est protéiforme, hein, une boxe. Est-ce qu'il y a une chose, un sujet que tu aimerais aborder, vu que là maintenant tu as ce pupitre-là? Oui, c'est que je discutais avec un teneur de boxe hier par téléphone, et il me disait, écoute, moi ça va très bien. J'ai de quoi tenir et de payer mes salaires pendant 3 mois. J'ai de quoi tenir et payer mon loyer pendant 3 mois. J'ai pu mettre de côté assez d'argent, un war chest, si on veut, un coffre d'argent de guerre en cas de crise. Et donc même si les loyers ne sont pas couverts, même s'il n'y a rien, j'arriverai à tenir 3 mois. Donc je suis assez à l'aise. Et en discutant, en fait, c'est un teneur de boxe ambitieux. C'est-à-dire que voilà, il avait besoin de 180 adhérents pour être au point mort, c'est-à-dire payer ses factures. Mais lui, dans sa tête, c'était aux 300 300 athlètes, il pouvait toujours donner du bon service, mais que là, il allait mettre de l'argent de côté, qu'il allait prévoir pour la fac de son fils, qui aujourd'hui a 12 ans, donc je ne donne pas le nom, mais si vous connaissez un teneur de boxe qui a un fils de 12 ans, c'est probablement lui. Et donc, il a de l'ambition. Et est-ce que nous, on a un coffre de guerre à Louvre? On avait un plus gros coffre avant d'ouvrir Louvre 3, c'est sûr, et de payer l'ouverture de Louvre 3. Mais on va puiser dans les réserves qu'on a. Mais on a des réserves, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se satisfaire juste du point mort. Donc, s'il y a une leçon à prendre je pense, de cette crise, c'est rainy day scenario, right? C'est le scénario des jours de pluie. Voilà. Et donc il faut être capable de voir comment donner du service à un petit peu plus de monde, comment peut-être commercialiser, comment accrocher un peu plus de monde dans sa communauté, et faire en sorte que les box soient pas juste subsistence. Comment tu dis subsistance? Autosuffisante, mais également un lieu où on peut être un peu serein. Et ça, il faut être un petit peu ambitieux. Voilà. Et l'autre chose, c'est que en tant que teneur de boxe, on voit à quel point ils aiment ce qu'ils font, ils aiment les gens avec qui ils le font. Ça mérite une récompense. Genre, en tant que teneur de boxe, tu mérites de gagner ta vie. Tu peux pas donner 70 heures ou 80 heures par semaine et être au SMIC. Tu peux pas avoir une box ouverte depuis 3 ans et le jour où tu es fermé 15 jours, tu as 0 en compte en banque.
C'est pas possible ça. Il n'y a aucune pharmacie, il n'y a aucun médecin généraliste qui travaille comme ça, et un teneur de boxe non plus. Donc j'espère qu'en sortant de cette crise, les teneurs de boxe qui n'avaient pas forcément conscience de ça l'auront développé. Mais également, j'espère que les gens qui habitent proche des box, qui travaillent proche des box, ils se rendent compte que leur santé est primordiale. On regardait les taux de mortalité. Et les taux de mortalité sont très élevés dans les gens au-dessus de 80 ans et sont très élevés dans les gens qui ont une maladie quelconque, surtout cardiopulmonaire et cardiovasculaire. Et on sait que le CrossFit apporte beaucoup de sécurité. C'est we call it the hedge against sickness, right? Donc je pense qu'il y aura beaucoup de prise de conscience au niveau des prospects, au niveau des adhérents, de l'importance de ce qu'on fait. C'est pas juste du fitness, c'est pas de l'esthétique, c'est vraiment la santé. On s'est donné une putain de sécurité en faisant du CrossFit depuis des années, quoi. Je suis assez sûr que si je chope ce bordel, je ferai pas partie des statistiques qui passent à la morgue. Et on touche du bois. Ça tu édites, hein, tu coupes ça, ouais, évidemment. Je le mettrai à la fin. Non mais et j'espère que et l'autre jour d'ailleurs il y avait même Trump dans toute sa connerie, il a fait une chose de bien, c'est qu'il a parlé du fait que ceux qui s'entraînent et qui font du mouvement fonctionnel à haute intensité, et il a tenu le papier de Glassman avec la définition de fitness à la main. Même Trump, il s'est dit ok, bon, pour une fois je vais arrêter de dire des conneries et je vais dire la vérité. C'est que si tu veux être si tu veux avoir moins de probabilité de passer d'être fauché par le Grim Reaper, bouge-toi et fais du sport et prends soin de toi. Donc j'espère qu'il y aura cette prise de conscience là au niveau des pratiquants, mais au niveau des teneurs de boxe, une prise de conscience que il faut pas être autosuffisant, il faut aller au-delà. Voilà. Il le mérite et là on voit qu'il le faut. Non, ça c'est sûr. Je n'ai pas tous les détails sur l'histoire avec Trump, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr au niveau de la statistique, ce qui parle clairement, c'est que les gens qui sont atteints de maladies chroniques, qui en ont une ou plusieurs, ont plus de mortalité lorsqu'ils sont face au coronavirus. Bon, après ça peut être pour plein de raisons différentes, ça peut être la maladie en elle-même, ça peut être le traitement pour soigner cette maladie qui fait baisser les défenses immunitaires, bon c'est complexe. Mais voilà, mais je pense aussi qu'au-delà de ça, je parle pour moi et je parle pour les gens qu'on a la chance d'entraîner. Je pense que là, le fait pour eux de continuer à s'entraîner et de faire du crossfit, ça dépasse simplement leur bien-être. Je pense que c'est surtout quelque chose de psychologique. Okay, d'avoir au moins, malgré le fait qu'on soit tous séparés, d'avoir au moins une fois dans la journée où potentiellement on peut interagir avec d'autres personnes, d'avoir une fois dans la journée on va pouvoir un petit peu bouger son corps, juste peut-être pour revenir un peu à un état homéostatique ou un état paisible. Et je pense qu'aussi le sport de manière générale, ça sert à ça. J'ai toujours aimé le crossfit, je suis un gros défenseur du crossfit santé, mais je sais que ça peut paraître rapidement chiant si c'est mal expliqué, alors que voilà, le mouvement, l'entraînement, le fait de se buter, etc., ça c'est des choses qui peuvent aussi parler à tout un tas de gens, et je pense que là en ce moment les gens lorsqu'ils s'entraînent, peut-être que de manière lointaine ils s'entraînent pour leur santé, mais je pense qu'aussi ils s'entraînent pour ressentir des choses, pour vivre des choses, parce que si tu es dans ton quotidien, dans ton canapé, face à ta télé au bout de 4 jours et que tu fais juste canapé, frigo, frigo, canapé, il y a un moment donné où peut-être dans ton corps tu pètes un plomb. Ouais, je pense que même les vrais fainéants, au bout de 15 jours de confinement, ils vont chercher à bouger plus après. Donc il faut que les affiliés soient prêts. Moi je t'avoue, là je suis en train de me dire si je suis un vrai sportif parce qu'on j'ai vraiment du mal à bouger, Ouais, mais on va batailler pour ça. Ouais, les programmations chat maigre là en ce moment, on va voir les... Bon, on dit que 15 jours sans snatch, personne ne va mourir, mais 15 jours sans snatch, il y en a qui vont se taper dessus en tout cas. On attend l'avalanche de divorce et de nouveau-nés en tout cas, ça, c'est sûr. C'est possible. Bon, avec toi, il n'y a pas de risque. Là encore une fois, je touche du bois. Ouais. Merci pour ces phrases qui mettent dans la merde, Daniel. C'est vrai que la mienne elle écoute rien. Écoute Dan, je pense qu'on le podcast il est tellement long qu'elle arrivera jamais à la fin. Exactement. 34 minutes pour toi pour un podcast, c'est un sprint. Hein. Je crois que la dernière c'était 2h40, un truc comme ça. Une fois il y a un mec qui m'a dit oui, c'est marrant, vous passez la même vidéo toute la journée et tout. Je dis non, pas du tout, c'est la même vidéo qu'on passe, mais elle est très longue.
Écoute Dan, je pense qu'on va pas être loin de s'arrêter, déjà parce qu'il commence à faire nuit et qu'ici sur cet écran on ne voit quasiment On plus. voit même plus rien, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais, tant mieux. Ouais, j'ai un visage fait pour la radio, comme on dit. C'est Donc, parfait. En tout cas, je pense que parlons en ton nom pour dire malgré tout que s'il y a des gens qui sont des teneurs de boxe ici qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas quand même à te contacter. Yep. On sait que tu es toujours disponible. En tout cas, moi je le vois au quotidien, du premier café le matin jusqu'au dernier café le soir. Hein, sur ton téléphone, à froncer les sourcils, ça envoie des messages. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et d'un autre côté, peut-être que vous n'êtes pas un teneur de boxe, peut-être que vous êtes juste un passionné de crossfit ou quelqu'un qui juste tombe sur ce truc-là par hasard et qui s'ennuie chez lui. Profitez des ressources qui sont mises à votre disposition. Une nouvelle fois, je parle que pour les box dans lesquelles je travaille, mais tous les jours sur Reebok CrossFit Louvre, CrossFit Louvre 2 et CrossFit Louvre 3, on partage des entraînements, on partage des rendez-vous pour vivre ces entraînements en live à plusieurs. Donc pour peu que vous ayez 4 mètres carrés de sol disponible, il y aura quelque chose à faire, sans équipement, avec un peu d'équipement si vous avez la chance d'en avoir, tant mieux pour vous. Et une nouvelle fois, ça ne se restreint pas à ça. Si vous avez des salles affiliées autour de vous, allez regarder sur Facebook, c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ont pris des initiatives et des belles initiatives pour vous et peut-être même parfois pour vos enfants. La grande majorité des salles le font là en ce moment, des programmations en ligne gratuites. Et moi, je vous conseille de regarder sur crossfit.com. Il y a quelque chose qui s'appelle Affiliate Find a Map. Donc vous pouvez taper dans Google et vous trouverez les box affiliés les plus proches de chez vous. Ensuite, cherchez sur leur site internet ou cherchez sur les réseaux sociaux et sans aucun doute, ils ont des progs. Et vous verrez les visages des coachs qui vous attendront les bras ouverts dès le moment qu'ils pourront rouvrir les rideaux. Et si vous aimez ce qui est fait à la maison, ce n'est rien comparé à ce qu'ils sont capables de faire une fois qu'ils sont chez eux, dans la box, avec tout leur matériel, etc., et les espaces. Donc, continuez à bouger. Elie, merci beaucoup pour ton temps. Et si vous êtes teneur de boxe et vous voulez me rejoindre, ne le faites pas à travers un forum. Vous avez mon adresse email ou vous avez mon Facebook, mon Instagram, mon numéro de téléphone, etc. Je ne me cache pas, mais faites-le en one-to-one s'il vous plaît. Ça va beaucoup plus vite. Merci. Ciao!